Direction maintenant l'Afrique, plus précisément le Burkina Faso. Peu avant l'explosion du coronavirus, notre reporter Jean-Daniel Bonenbloes s'est rendu dans ce pays autrefois paisible et porteur de grands espoirs, mais confronté aujourd'hui à une vague de terrorisme djihadiste meurtrier. Si nous avons choisi ce pays du Sahel, c'est que sa situation nous touche particulièrement et qu'il est proche du cœur des romans. En 1984, à la suite d'un reportage de Temps Présent, un fantastique élan de solidarité avait permis de construire une pédiatrie flambant neuve dans la capitale, Ouagadougou. Nous sommes retournés à cette maternité pour mesurer la crise à laquelle est confronté le Burkina, qui a incarné dans les années 80 l'espoir du renouveau de cette partie de l'Afrique particulièrement défavorisée. Hélas, la montée du terrorisme djihadiste dans toute la région du Sahel a anéanti ses espoirs. Heureusement, pour l'instant, les effets du coronavirus au Burkina sont presque négligeables. Mais en regardant ce reportage, on comprend vite qu'il ne faudrait pas qu'en plus la pandémie y fasse des ravages, car le fragile système de santé, déjà confronté à la guerre, la malaria et la malnutrition, ne tiendrait pas. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, cette journée est importante pour de nombreux enfants de votre pays et du mien. En Suisse, des milliers de personnes se sont mobilisées pour réunir les fonds nécessaires à la création de ce bâtiment. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes heureux et émus de remettre cette pédiatrie aux enfants de Haute-Volta. Chers amis suisses, nous, enfants de la Haute-Volta révolutionnaire, vous exprimons toute notre joie et notre profonde gratitude pour cette belle pédiatrie, ce dont permettra à beaucoup d'entre nous d'avoir des soins de qualité. Bâtissons la Volta, ne la trahissons pas, travaillons dans nos plaines, nos usines. C'était un temps où la Haute-Volta n'était pas encore le Burkina Faso. Un temps où ce pays, ami de la Suisse, bâtissait son avenir sans se douter qu'un jour, il se retrouverait face à une des pires menaces de son histoire. Souvenez-vous, c'était en 1984 à Ouagadougou. La Haute-Volta, pays chéri de la coopération suisse, célébrait un geste de solidarité sans précédent venu des téléspectateurs de l'émission Temps Présent. Une pédiatrie flambant neuve. Ici, ce sont des infirmiers et des infirmières qui viennent se rendre compte des services que leur offrira ce nouveau bâtiment. Réunis pour la fête, l'ambassadeur de Suisse, le chef de l'État, le capitaine Sankara, héros de la Révolution, et tous ses ministres. C'est là la dignité, la personnalité. Je dois d'abord admirer la conception très logique, très fonctionnelle de ce bâtiment. Je dois admirer aussi le choix judicieux du matériel. Mais surtout, je dois reconnaître que les téléspectateurs suisses ont su faire un choix heureux. À l'origine de ce cadeau, une émission réalisée un an plus tôt sur les conditions dramatiques des soins à l'hôpital de Ouagadougou. La vétusté des lieux, le chef du service pédiatrique, Alphonse Sawadogo, marque l'opinion. Sa situation évolue mal, si vous voulez. Si bien qu'on a décidé de la laisser partir. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Enfin, pour nous, non. Ici, les gens meurent d'être pauvres. Parce que si nous avions des moyens, on aurait pu sauver énormément de gens. Pour soutenir l'hôpital, les producteurs de l'émission ouvrent un compte. 15 000 donateurs se manifestent. Au début, ils sont... Voilà, 90 000 francs sont attendus pour remplacer les lits. Ils reçoivent 1 million et 605 lits flambant neufs d'une entreprise suisse en faillite. Ça va, je suis à l'aise. Et grâce à l'argent récolté, une nouvelle pédiatrie est construite. L'espoir renaît. Ça a été une véritable aventure commune entre les Suisses et les Voltaïques. Et puis là, pour nous, l'aventure se termine, mais pour vous, elle commence en quelque sorte. Pour nous, elle commence. Elle commence parce qu'il faut qu'on aille de l'avant, toujours de l'avant. 36 ans plus tard, la pédiatrie a pris un coup de vieux, mais elle est toujours là.
Quant à Alphonse Sawadogo, il est maintenant retraité. Par rapport à ce que j'ai connu, le Burkina, malgré les difficultés, a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a fait, il y a au moins 3 grands hôpitaux depuis une trentaine d'années, et je crois que on était lancé vraiment dans l'amélioration de la santé dans ce pays. Mais il y a cette situation qui va impacter négativement cet aspect. Le Burkina Faso s'enfonce dans une crise sécuritaire sans précédent. Depuis 2016, le pays des hommes intègres est frappé par les violences terroristes, le banditisme et les conflits interethniques. Contaminée par l'idéologie d'un islam violent, la société burkinabé se fracture sous les coups d'un ennemi intérieur qui déborde les forces de sécurité. Nous avons le même ennemi, la preuve que ce sont des camarades qui sont attirés le même jour. Régions les plus touchées, les zones frontalières bordant le Niger et le Mali. Avec 700 000 déplacés internes et plus de 900 morts, le Nord se vide de sa population, jetant sur la route des villageois forcés à tout abandonner pour fuir les massacres. Tout proche de la zone rouge, la ville de Kaya gère la moitié des déplacés du pays. Pratiquement tous ont perdu des proches. Ils sont cultivateurs, éleveurs et obligés de s'enregistrer pour recevoir un peu d'assistance. Adama Ouedraogo dirige le service social. C'est vers lui que reposent tous les espoirs. On n'est pas content, on est carrément attristé. Je prends par exemple les enfants qui ont besoin de lait, qui ont besoin de la farine pour pouvoir faire la bouillie. Et surtout aussi à la prise en charge psychologique, il y a des gens qui sont stressés, qui arrivent. Pour qu'on puisse remonter le moral, ce n'est pas facile parce que les psychologues là, ne sont pas nombreux comme ça et ils sont débordés. Et la santé aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont là, ça vaut 1 mois, 2 mois, ils n'arrivent pas à avoir à manger. Et bon, ce n'est pas facile. Si les services sociaux voient que ça dépasse leurs compétences, ils envoient à Ouagadougou. Et Ouagadougou, c'est le plus souvent l'hôpital Yalgado, celui qui abrite la pédiatrie. Dans la capitale, il existe plusieurs établissements, mais Yalgado est le plus fréquenté. Ici, on l'appelle l'hôpital du peuple. Situé au centre-ville, il permet aux familles modestes d'accéder aux soins car il offre les prestations les plus abordables du pays. Adama Sedogo est infirmière anesthésiste au service de gynécologie obstétrique. Ici, il peut naître jusqu'à 40 bébés par jour. Ces femmes rentreront chez elles 6 heures après l'accouchement. En cas de forte affluence, tout le couloir est plein. Il y a des femmes même au niveau du bloc opératoire. On les hospitalise au niveau, juste à la sortie du bloc, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place ici pour les hospitaliser. Ce sont des conditions difficiles en fait. Oui, c'est les moyens de bord. Puis on ne peut pas les refouler. On est obligé de les accepter, de les prendre en charge comme tels. Et Dieu pourvoira. Originaire du nord du pays, Adama vit le conflit depuis la capitale, l'inquiétude au cœur. Ça fait 3 ans que je ne suis pas partie au village. Depuis 2016, avril 2016, que j'ai quitté le village. C'est la peur. Quand je vois quelqu'un du nord seulement, ma première pensée, c'est à mes parents qui sont au village. Et c'est la région la plus exposée aux différents massacres. Rien qu'avant-hier même, il y a eu beaucoup de tueries. De retour du travail, c'est un rituel. Elle prend des nouvelles de sa famille. Son cousin héberge 43 déplacés dans sa cour. Et comment tu fais pour les nourrir? Je me débrouille petit à petit. Vraiment, il y a la solidarité. Tout dernièrement, il y a eu 5 personnes
Oui. On ne sait pas si la campagne qu'on pourra cultiver là-bas. Et les nouvelles de Sirgadji? Vraiment, bon, on est là, mais il n'y a personne actuellement à Sirgadji. Tout le monde a quitté le village. Tous se sont déplacés. Sirgadji est une petite ville proche de chez elle au nord. Elle vient d'être attaquée. Il y a des groupes armés qui sont arrivés. Au marché, c'était un jour de marché. Et quand ils sont arrivés, ils ont rassemblé la population. Ils sont même allés dans les maisons, faire sortir les hommes. Et ils ont massacré tous les hommes aussi. Puis ils ont dit que celui qui viendra enterrer un corps sera abattu aussi. C'est la police et la gendarmerie qui sont allés faire enterrer les corps. C'est eux qui ont aidé à enterrer les corps. Le lendemain. La tuerie de la place du marché de Sirgadji a fait 39 morts. Ces dramatiques événements se produisent chaque semaine au Burkina. Ils augmentent la pression sur l'hôpital, déjà au bord de l'implosion. Comment ça est arrivé, votre accident? J'ai vu un homme cagoulé apparaître avec une arme. Il m'a sommé de m'arrêter. J'ai refusé et il a tiré sur moi. Il y avait plusieurs personnes armées avec lui. Les bandits même qui ont dit, s'il a le numéro de la gendarmerie d'appeler, qui n'ont pas besoin de lui, mais c'est la gendarmerie et ils veulent. Et les policiers là, et ils vont s'attaquer. On a attendu 3 heures. La gendarmerie n'est pas venue. J'ai aussi appelé la police et elle n'est pas venue non plus. Et j'ai pensé qu'ils allaient tuer plusieurs personnes. Il faut féliciter les agents qui travaillent dans des conditions très difficiles. Parce que quand on voit ce qui se passe au nord avec la situation d'insécurité nationale, bien sûr que nous souffrons beaucoup de la situation. Les patients arrivent et ils n'ont pas de place, ils sont à terre. Donc ça fait que la prise en charge est très 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 dure ici. Voilà notre bloc opératoire pour les urgences traumatologiques. Aucun élément ne marche, tout est en panne. Donc du coup, nous ne pouvons pas prendre les urgences traumatologiques ici. Bon, les perceuses, voilà, n'ont pas de moteurs médicaux normaux. C'est des perceuses que nous utilisons. Avec ça, nous perçons l'os du patient pour pouvoir mettre la plaque et la vis. Comment on les stérilise? Avec du formol. 48 heures et voilà. Les attaques terroristes ont coupé les moyens de subsistance d'une grande partie de la population. Principale victime, les enfants en détresse alimentaire. Fla Koueta dirige le service pédiatrique de Yalgado. Aujourd'hui, c'est un homme inquiet. Dans la salle que nous sommes ici, c'est des enfants qui viennent donc des camps de réfugiés et qui viennent pour un tableau de malnutrition sévère, multicarentielle. Ça va? J'ai mis un traitement qui apporte l'alimentation nécessaire, mais également la supplémentation en vitamines nécessaires. Et l'évolution est très favorable. C'est la même chose pour cet enfant qui était également dans la zone de l'Est. C'est ça? Il venait de vers Fada. Voilà, il vient donc de la zone de l'Est. Et également un tableau de malnutrition sévère. Tarbelu, quoi. Mais l'État, il faut qu'on arrive à relever l'État d'abord. Hein. Voilà. Mais sur le plan de la conscience, il se réveille doucement. Il arrive qu'il reprend. À des questions, quoi. Voilà. Et quand il a soif aussi, il réclame à boire. Ce sont les enfants qui sont les premiers à ressentir l'effet, j'allais dire, négatif de ces crises-là, au nord et à l'est. Le bâtiment pédiatrique offert par les Suisses offrait un espace précieux permettant d'assurer les soins dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui,
Il est principalement occupé par le service d'oncologie pédiatrique. Chantal. Oui, c'est Chantal. Ça va? D'accord. Là encore, la guerre a des conséquences dramatiques. Les enfants burkinabés sont victimes d'une maladie courante en Afrique subsaharienne, le lymphome de Burkitt, une forme de cancer du sang et des ganglions. Ceux qui viennent du nord ou de l'est accusent de graves retards dans leur prise en charge. Il se joue ici une véritable course contre la montre. Même si ce sont des cancers qui habituellement sont de bons pronostics, il faut qu'ils soient pris en charge vraiment tôt. On arrive des fois donc à avoir des situations où on est obligé de patienter pour relever l'état un peu avant de mettre les anticancéreux en place. Le petit qui est là, il aurait fallu même attendre de le remonter un peu avant de le traiter, mais il est arrivé déjà à un stade métastatique. C'est un cercle vicieux en fait. Plus on attend, plus la maladie continue et sa malnutrition ne peut que s'aggraver. Et ce n'est pas la renutrition simple qui va arriver à le remonter pour qu'on puisse le traiter. C'est vraiment des traitements très agressifs. Donc du coup, l'organisme est affaibli, alors qu'ils viennent déjà affaiblis, avec l'environnement, donc ils sont exposés à toutes sortes d'infections. Donc la plupart du temps, ils meurent d'autre chose que de leur maladie, malheureusement. Bonjour, comment ça va? Ça va mieux? Ton traitement, bon, en dehors de l'oxygène. Débordés par la crise humanitaire, les médecins reçoivent de temps en temps la visite d'Alphonse Sawadogo, l'ancien maître des lieux qui avait accompagné le projet de la nouvelle pédiatrie. Ah, bonjour patron. Ouais, comment vous allez? Oui, ça va bien. Et vous-même? Fla Quetta était son étudiant. Il s'est donné pour mission de développer son service. Ça se passe bien. Ah, Dieu merci. Et ici? Oui, ça va. Donc quand nous étions là en tant qu'étudiants, le service était encore, j'allais dire bling bling. Voilà. C'était très bien par rapport donc aux capacités de fonctionnement et même l'infrastructure. Et depuis quelques années, le type de patient a véritablement changé, surtout avec l'oncologie. Mais l'infrastructure, d'abord en termes de capacité, ne suffit plus. Comme beaucoup au Burkina, Alphonse est personnellement concerné par la crise. Je suis un peu du Nord, j'ai de la famille et je gère des familles qui ont fui le Nord, faisant partie de ma propre famille. Donc, même ceux qui sont là sont obligés de gérer des familles. Nous gérons des familles, soit dans les sites, soit même ceux qui sont restés au village. De quelle manière? Par un apport, d'abord il faut leur trouver un logement, et par un apport de soutien psychologique, un apport alimentaire, un peu d'argent qu'on doit leur envoyer de temps en temps pour que même ils s'en sortent. Mais individuellement, chaque Burkinabé entretient quelqu'un quelque part. Voilà. Chaque jour, de nouveaux déplacés viennent s'installer dans la périphérie de Ouagadougou. La peur du terrorisme gagne du terrain, leur nombre grandit, tout comme leurs besoins, toujours plus difficiles à combler. Ces déracinés de l'intérieur sont encadrés par des responsables qui font le relais avec les autorités. Yaya Koura est l'un d'eux. Il est natif d'Arbinda, une commune qui a connu le massacre de 31 femmes le jour de Noël 2019. C'est un jour sombre. Bon, j'étais dans la matinée très tôt parce qu'il y a des femmes qui ont... Notre chère même qui est restée là-bas, j'étais dans la matinée. Ils sont allés vers les 5 h du matin pour envoyer de l'eau. Et c'est là qu'on les a croisés avec les charrettes. Donc on les a massacrés comme cela. Voilà. Donc, et parmi les femmes aussi, il y a une Indonésienne qui est restée là-bas. Elle a 3 enfants, bon, mais on les a pu envoyer ici. Qui sont les gens qui attaquent les villages? Bon, en tout cas, moi, franchement, je ne les connais pas comme ça parce que je ne peux pas dire leur nom. Mais nous, en tout cas, on les voit, comme ils mettent le turban là, tu ne peux pas voir leur visage. Ils viennent, souvent, ils portent des tenues. Bon, ils viennent, ils massacrent les gens et après, ils chantent pas.
Depuis qu'on est ici, la situation s'aggrave de jour en jour. On est comme des morts vivants, totalement découragés. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont en train d'arriver à Ouaga, car il n'y a pas d'autre solution. Ils fuient. C'est la même situation là-bas. La nuit, on égorge les gens, on les tue par balles. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Inquiétude permanente, stress. Sékou est allé dans un hôpital privé proche d'ici. On lui a diagnostiqué des complications liées à un ulcère. Coût du traitement, près de 760 francs suisses. Une fortune quand on a tout perdu. S'il n'y a pas la moyen, il nous a donné le papier, là, mais on ne peut pas soigner. S'il y a la moyen, on va partir. Mais s'il n'y a pas la moyen, on va rester. Le lendemain, Yaya emmène le vieux Sékou à l'hôpital Yalgado. L'espoir repose désormais sur son service social très sollicité qui aide les plus démunis à accéder aux traitements médicaux. Les démarches prendront du temps. Quand les gens n'ont plus de ressources, c'est Yalgado. Souvent, des fois, quand ils ont plus d'argent, ils vont dans peut-être les cliniques et autres, mais pratiquement, et tous, ils finissent par retrouver Yalgado, qui est le plus social. On a quelques patients qui sont venus des centres de réfugiés qui n'ont aucun j'allais dire, moyen, ils n'ont rien, de toute façon, on le sait. Il y a des médicaments, on est obligé des fois de se cotiser pour donc aider ces patients-là. Pratiquement tous les patients qui viennent ici sont à un niveau socio-économique très bas. Cette réalité, c'est aussi le quotidien du service de gynécologie obstétrique où travaille Adama. Avec la crise sécuritaire qui frappe le pays, de nombreux centres médicaux ont été désertés. Par exemple, on a une femme qui vient de Doré, au nord, où il y a les émeutes. Voilà. On devait faire une césarienne pour sauvetage maternel. Elle a une tumeur en plus de la grossesse. Donc, on ne parle plus du bébé. Nous, on parle de la maman. De toute façon, on se dit, si la maman vit, elle peut encore concevoir. Donc, on part pour sauver la maman. Mais si on arrive à sauver le bébé aussi, il n'y a pas de problème. Mais nous partons pour la maman. L'opération, compliquée, a duré 4 heures. Mais la femme de Dori ne surmontera pas cette épreuve au-delà de ses forces. Son enfant non plus. Les décès maternels, on les gère comme on le peut. Parce qu'on peut dire, dans la semaine, on peut avoir maximum 5 décès, mais chez nous, on dit, c'est insignifiant. Alors que ça aurait été en Europe, ce n'est pas le cas. Une triste réalité qui accroît la pression sur les équipes médicales. Cette femme va subir une césarienne en urgence. Une intervention commune qui prend une autre tonalité dans les conditions de travail de cet hôpital. On travaille avec le strict minimum. Ça nous inquiète un peu, mais on se débrouille. Elle n'a pas suffisamment de filles. Ici, certains dispositifs médicaux à usage unique sont stérilisés et sans cesse réutilisés. Cela entraîne des risques d'infection, mais les soignants font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la sécurité des patients. Adama est très concentrée. Elle a 22 ans d'expérience. Souvent, il y en a qui n'ont même pas les moyens nécessaires pour acheter l'ordonnance complémentaire. Et nous, personnels, on est obligés souvent, pour parier à l'urgence, de cotiser l'argent et puis acheter les différents produits pour pouvoir opérer les femmes.
Et nous, la profession infirmière, je pense que l'objectif, c'est aider ceux-là qui n'ont pas les moyens. Allez, faut crier. Cette fois, tout s'est bien passé. Le bébé et la maman rentreront chez eux, en bonne santé. Quant au Burkina, il s'enfonce dans la crise. Nous vivons la même souffrance que nos parents restés là-bas. Parce qu'il y a des nuits, tu ne dors pas. Tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire. Prier, peut-être. Envoyer quelques sous, peut-être. Mais la vraie solution, c'est laquelle? Il faut trouver des solutions rapides. Il faut anticiper. Mais nous sommes des hommes, hein, on attend toujours que la catastrophe nous tombe sur la tête avant de réagir. Face au terrorisme, l'État perd le contrôle de son territoire dans la zone sahélienne. Les violences se multiplient, le peuple souffre. Que s'est-il passé depuis l'époque où le capitaine Sankara inaugurait la pédiatrie? Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs. Il est loin le temps où le jeune président cherchait à insuffler l'espoir à son peuple, où le chef de l'État se déplaçait en petite voiture pour montrer l'exemple, où l'on pensait l'avenir radieux. La révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, non pas pour quelques-uns. Sankara sera assassiné en 1987. Son successeur, Blaise Compaoré, ici à gauche, chassé du pouvoir en 2014, laissant un pays affaibli. Aujourd'hui, les budgets sont absorbés par la défense. La société souffre en silence. Le Burkina est un vieil ami en détresse. Si vous avez des questions ou voulez en savoir plus sur la situation au Burkina Faso et dans le Sahel, notre journaliste Jean-Daniel Bonenbloes, l'auteur de ce reportage, est en ligne dès à présent sur notre page Facebook et se tient à disposition pour échanger avec vous. Et puis, malgré la crise que nous vivons, n'oubliez pas que la générosité est toujours précieuse et qu'il est possible d'aider le Burkina Faso via les nombreuses ONG qui font un travail admirable sur place dans des conditions difficiles. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.